suivi sur vos petits écrans. Mesdames et messieurs, nous allons tourner justement autour du moratoire sur l'exécution de la peine des morts ici en République démocratique du Congo, qui a été levée en conformité bien sûr avec la décision du gouvernement dont les modalités d'application ont été déterminées par la ministre de la Justice dans une note circulaire adressée au parquet. Mesdames et messieurs, la peine des morts consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle sera désormais, mesdames et messieurs, exécutée, a écrit la garde de Sceaux, Rose Mutombo, ministre de la Justice. Mesdames et messieurs, ça fait couler encre et salive cette question d'arrête les esprits. En même temps, cette question divise les uns des autres. Il y a de ceux qui sont pour cette levée également, c'est ceux qui s'opposent. Justement, on a vu même au niveau international, des voix se sont levées. Là, je fais référence à certaines ambassades et pourquoi pas également aussi à bien d'autres ONG. Mesdames, messieurs, nous allons devoir quand même écouter comment est-ce que ceux qui sont avec moi et vous qui nous suivez, comment devons-nous bien sûr nous débattre là-dessus autour de ce sujet. Si vous nous recevez 5 sur 5 chez vous à la maison, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que c'est grâce à cette équipe si costaud, de par la taille comme ça, vous n'avez pas l'idée, mais de par le travail, c'est là que vous allez vous rendre compte que non, l'équipe est costaud. Je salue Bénin Goudier, c'est lui qui est au four et au moulin, et un peu plus loin, je vois mon ami Eric Wamba, je les salue, pourquoi pas, ne pas dire bien de bonnes choses à notre assistant du jour. Là, je salue Tony Mac. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, vous avez compris de quoi nous allons devoir parler ce soir autour du sujet sur la levée du moratoire. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné bien sûr des éminents analystes. Très souvent, vous les connaissez parce que la télé 7 est là, dont toutes ces portes restent grandement ouvertes pratiquement à tout le monde. Et à chaque fois quand il y a une urgence, en termes de débat, au regard de certains sujets qu'on a toujours alignés, nos habitués, par moments, ne manquent pas toujours de venir répondre à ces rendez-vous. Voilà pourquoi je suis avec moi sur ces plateaux, à ma droite, je suis avec Eric Bilambadou, maître, j'aime bien l'appeler comme ça, mais c'est un analyste aussi politique à qui je souhaite bienvenue, cher ami. Merci très cher pour l'invitation. Je tiens à saluer les spectateurs de votre belle émission. Merci beaucoup. Grand débat. Et je tiens aussi à vous présenter un peu le meilleur, bien carita. Merci beaucoup. Merci. Une première. Je voulais réitérer aussi. Hein, oui, oui. C'est une première depuis qu'on est en 2024. Ça c'est vrai. Et on pourra bien éclairer l'opinion des téléspectateurs sur les notions ou bien l'essence, les fonds de ce qu'on appelle moratoire et sur quoi cette levée consiste également. Parce qu'il y a trop de zones d'ombre même dans l'interprétation littérale du concept levé du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ça crée trop de bruit dans les têtes. Je vais vous laisser poursuivre. Vous y êtes pour ou contre? Avec force, c'est pour. Alors pourquoi ça fait justement une tollée autour un peu de cette levée du moratoire sur la peine des morts ici en République démocratique du Congo? Non, il faudrait d'abord remettre dans les têtes des gens que la peine de mort n'a pas quitté son fond juridique au sens pénal en République démocratique du Congo. Les moratoires sur cette exécution de la peine, c'était suspensif. Okay. Et non abrogatoire. Ah ok, donc c'est-à-dire on pouvait rappeler à tout moment, comme c'est le cas. Comme c'est le cas, on pouvait revenir sur l'exécution pendant que la peine était substituée à la perpétuité. Okay. Vous comprenez, c'est-à-dire la peine était existante, ouais. Mais son application, son applicabilité opérationnelle était suspendue par les moratoires, je crois en 2003. 2003. Et là, à l'ère des choses, il est question maintenant de procéder à l'exécution, c'est-à-dire la peine reprend le format physique d'opérationnalité et le format juridique et de toute sa consistance. Mais qu'est-ce qui a changé de 2003 jusqu'en 2024 pour qu'on revienne un peu justement sur la levée de ces moratoires? C'est justement comme on dit au
pour des gros mots, il faut des gros remèdes. Hein. On ne va pas guérir les infections, les sangs par un paracétamol. Hein. Le paracétamol, c'est quand la tête dérange un peu. Ok, très bien, merci. Là, on est dans un format d'antibiotiques pour la République. Là, c'était juste pour vous piquer un peu le verre du nez. Alors, mesdames, messieurs, vous avez compris que sur ces plateaux, je ne suis pas seul. À ma droite, je suis avec celui qu'on appelle Papi Wilson Ndangamaele. Bienvenue. Merci beaucoup, Yvon. Merci tous les fidèles téléspectateurs de TV7. Et merci aussi à mon frère Eric qui va partager le plateau aujourd'hui. Nous allons discuter, nous allons essayer un peu de faire comprendre parce que, en fait, il y a deux parties que nous allons enseigner ou informer. Très bien. Il y a les gouvernants et les gouvernants. Au niveau des gouvernants aussi, il y a aussi des confusions parce que s'il y a des autorités, soit ecclésiastiques, soit politiques, au niveau international, donne encore de la confusion sur la notion, dont les concepts posent problème. Et au niveau aussi de la population, cette population-là, qui est inapte intellectuelle par rapport aux notions du droit, doivent apprendre, parce que la peine de mort n'est pas créée au Congo. La peine de mort date. Existe depuis la peine militaire, oui. Presque de 1846, si j'ai encore une bonne mémoire. Donc ce n'est pas une peine d'aujourd'hui, mais c'est plutôt l'applicabilité qui a posé problème en RDC. Mais comme vous l'avez posé la question tout à l'heure là, je crois que depuis la décision était suspensive par rapport au moratoire, qu'est-ce que ça produit comme effet? Nous avions vu la régénérance de la criminalité, même citadine, même au niveau des institutions. Moi, j'ai plutôt ce que je souhaiterais que l'élargissement de cette peine-là, même chez les criminels économiques. C'est par là où vient la pauvreté de l'homme congolais ou du peuple congolais. Donc, nous allons décrypter ensemble et puis nous allons tenter un peu de donner des réponses adéquates à cette question. Très bien, allez, on commence d'ailleurs avec vous. Pourquoi tous ces temps et qu'au jour d'aujourd'hui, on rappelle maintenant à la surface pratiquement du monde sur cette levée du moratoire sur la peine de mort ici en République démocratique du Congo et pourquoi cette question divise? Vous convenez avec moi que la peine de mort, lorsqu'il y a une levée de cette peine de mort, ou le moratoire, c'était en 2003, et nous étions dans quel contexte? Nous sommes sortis d'une guerre imposée, et voilà les gens qui sont venus avec le pouvoir, sentant que l'acte qu'ils ont posé pourrait mériter cette sanction pénale, ce qu'ils devront faire, c'est le mettre au frigo. C'était tout à fait normal. Et aujourd'hui, nous sommes dans les contextes purement démocratiques. Cette population-là qui devrait être rééduquée par rapport aux infractions pénales doivent apprendre que tenir une machette ou une arme blanche, tenir une arme pour supprimer la vie d'une personne est sanctionnable, si je dois me permettre de le dire. Alors, si aujourd'hui cette population n'est pas éduquée, parce qu'il y avait la volonté des politiques, la volonté des politiques a fait qu'aujourd'hui, nous puissions demeurer dans cette zone. Dis-moi, nous avions vécu dans cette ville de Kinshasa où il y a les Koulouna qui arrivent à déchirer les ventres d'une maman qui dit nous n'allons pas te tuer, mais nous allons prendre seulement ce qui est là. Mais déjà, on ne pose rien que cet acte, automatiquement la personne. Mais justement, c'était. Ne fera que l'hémorragie, la suite est connue, c'est la mort qui s'ensuit. Mais dis-moi, la personne qui avait commis cette bavure-là, qui avait supprimé la vie d'une personne d'une manière prompte, parce que la maman sortait de la maison pour aller chercher la vie pour nourrir sa famille. Et on a arrêté ça, supprimé sa vie, par la volonté d'un individu, parce qu'il a besoin d'un téléphone portable. Alors, dites-moi, cette personne ne soit pas sanctionnée 1001 fois. Et il est devenu même récidiviste par les actes qu'il est en train de poser. Et dis-moi, depuis 2003 à nos jours, 21 ans durant, il y a eu combien de morts qu'on a exécutés et qu'on n'a jamais sanctionné les gens qui l'ont fait. Donc, partant de cela, moi je suis parmi les rétentionnistes qui disent on ne peut pas abolir la peine de mort dans un état comme la nôtre, comme les nôtres. Donc, aujourd'hui, la peine de mort trouve sa substance, non seulement pour les militaires. Du côté militaire, nous savions qu'il y a toujours tendance de la trahison avec la guerre de l'Est. Nous avons perdu combien d'officiers supérieurs? Je prends le cas de Mamadou. Mamadou qui a laissé sa famille, qui s'est donné la mort pour la République. Alors, tous ces martyrs-là, nous ne comptabilisons pas. Tous ces morts, nous ne comptabilisons pas. En commençant par l'AFDEL à nos jours, nous ne comptabilisons pas. Est-ce qu'ils ne sont pas des humains?
Est-ce que seulement que la peine de mort qui dérange? Non, ce n'est pas la peine de mort qui dérange. Les actes qu'ils sont en train de poser vis-à-vis de la population, les actes qu'ils sont en train de poser vis-à-vis de l'amour de la patrie, parce qu'un militaire sous les drapeaux doit avoir l'amour de la patrie. Et s'il n'est pas patriote, il est en train, de faire la volonté de l'ennemi. Je crois qu'il mérite mieux. Merci. C'est la mort. Très bien. Mon ami Eric, certaines ONG d'aujourd'hui à travers les mondes révèlent que la peine des morts est considérée comme étant un outil de répression politique contre un camp, par exemple. Vous avez quelle réaction quant à ça? Oui, avant de répondre directement à votre question, je commencerai d'abord par faire mien l'argumentaire tenu par votre co-débatteur co-débatteur sur le plateau, oui. Qui lui voulait, ou bien qui tient à ce que le moratoire, ou bien l'exécution de la peine de mort soit élargie jusqu'aux criminels économiques. Oui, je suis en train également de soutenir, parce qu'ils sont au même titre criminels que tous ceux qui tuent par les armes, avec des armes à feu. Quand vous arrivez à détourner des millions de la République, pendant que certains meurent pour avoir manqué un seul comprimé de paracétamol, c'est-à-dire par ricochet, vous faites les mêmes malins sous un autre format. Ça c'est de 1. Et de 2, et je vais insister sur un élément avant d'arriver à votre question, c'est l'élément publicité, portée publique de l'exécution. Ici, vous savez, la force d'une loi, c'est sa publicité, d'une loi pénale, c'est sa publicité répressive. Vous comprenez? Alors, du moment où il y a levé du moratoire, l'exécution publique de cette peine en termes physiques n'a rien de contrarié avec la loi, c'est-à-dire que ça respecte la loi. Alors, je pense que dans un premier temps, pour des raisons circonstancielles, l'on devra, les auteurs de ces crimes devront subir des sentences de façon publique, parce que ça ne sera pas à l'encontre de la loi. Vous imaginez cette histoire de cette dame qu'on a éventrée avec un bébé. Je vous dis, c'est écœurant. Voulez-vous vraiment que cette personne puisse soit susceptible d'une condamnation à vie, pendant qu'il continuera à vivre, pendant que les autres sont restés orphelins, pendant qu'il continuera à vivre, il y a un homme qui est resté veuf, voilà, tout ça. Alors, des genres de comportements qui choquent le public doivent être sanctionnés, je pense, devant le public. Pour les cas des militaires tels que cités dans la note circulaire, les gens qui collaboreront avec les mouvements rebelles, les gens qui vont... insurrectionnels, insurrectionnels, je pense que dans un premier temps, pour des raisons d'exemple public, les procédés d'exécution doivent être publics. On a des endroits favorables à cela, on citera le stade des martyrs, on citera le stade des 20 mai, on citera dans la rue ça n'a rien de contrarié avec la loi, ça respecte la loi. Okay. Même la publicité de l'exécution, vous conviendrez avec moi après que tous les moyens de recours, parce qu'ici il n'est pas seulement question de condamner, d'appliquer. Okay. Ici il est question d'une condamnation assortie de tous les moyens de recours jusqu'à la demande d'une grâce présidentielle. Si ça ne marche pas, c'est alors que la peine devient obligatoire et exécutoire, oui. Voilà. Pour revenir maintenant sur... Rejoignez rapidement ma question. Et votre question, rapidement, c'est pas une question qui demande... J'ai parlé sur les ONG à travers le monde qui révèle que la peine des morts est aujourd'hui considérée comme étant un outil de répression politique. Justement, même la peine à vie, la peine à perpétuité, c'est aussi un outil de répression. Mais pas politique. Évidemment politique. S'ils veulent aller dans un terrain de politique, c'est-à-dire toutes les peines sont constitutives d'outils de répression. Est-ce que ça ne serait pas une façon de commencer à régler des comptes de fois à des innocents? Vous savez, quand vous êtes choqué de loin, dans une situation, vous ne savez pas mesurer la teneur des conséquences que cela fait dans les vies des victimes. Vous comprenez? Aujourd'hui, tous ces enfants qui restent orphelins à l'Est, moi dernièrement, je serai court dans cette histoire, j'ai suivi un documentaire d'un enfant à l'Est qui était en train de parler en swahili, on faisait la traduction, qui disait les plus beaux jours de sa vie, son père c'est un paysan, c'était les jours où son père lui a ramené les polos qu'on met souvent quand il y a match de Simba, là, les polos léopards là, les bleus là. Il a dit quand son père est revenu avec ça, il s'est dit c'était les plus beaux jours de sa vie.
il a porté ça la nuit, il n'arrivait pas à fermer les yeux parce qu'il se disait donc enfin je suis un homme sur terre. Oui. Le matin, il y a eu incursion de l'armée M23, ils ont tué les papas. Ces mouvements de rébellion, oui. Tous ces mouvements de rébellion, papa, maman et ses deux sœurs, il est resté avec avec son petit frère qui avait à peine 7 mois. L'enfant dans cette vidéo est en train de dire que j'ai dit même aux rebelles, mais pourquoi vous m'avez laissé? Il fallait qu'on parte avec mes parents, vous comprenez? Et ça c'est écœurant, c'est choquant. Les gens qui tuent par l'épée, à l'ère des choses, doivent subir la sentence de l'épée. Donc tous ces ONG qui vont dans le sens de dire que c'est pour le gouvernement, mais pour la République un moyen de procéder à des règlements de comptes, je pense que sincèrement ils sont choqués de très loin. Ils sont choqués de très loin, ils ne mesurent pas le coût des sang coulé ou qui continue à couler en République démocratique du Congo. Donc, brièvement, de moi à vous, je suis en train de soutenir avec force et triomphe cette levée des moratoires avec mention des publicités de répression dans un premier temps. Merci beaucoup. Papy Wilson, au regard de notre constitution du 18 février 2006, dans ses dispositions, je crois 16 et 61, où on parle de la sacralité de la vie humaine. Est-ce que, avec cette levée du moratoire sur la peine de mort, n'est-elle pas en contradiction avec notre propre constitution? Nous savions que nous sommes des grands copieurs des morts. C'est ça le vrai problème. Le nœud du problème, la sentence de la peine de mort ne commence pas avec la République démocratique du Congo de 2006. Bien sûr que oui, mais nous avons quand même une loi fondamentale et nous appelons la Constitution où on parle de la sacralité de la vie humaine. La sacralité de la vie humaine est préservée. Mais si la personne avait déventé une maman n'a pas respecté cette sacralité-là, quelle est la peine qu'on peut lui réserver? Il n'y a pas une droit qui est plus stricte comme les droits pénals. Il n'y a pas une loi qui est comme ça là. Mais faisons la part des choses. Aujourd'hui, tous les politiques, les ONG se sont levés contre cela. Mais je me pose la question. Tous ces ONG-là puissent de l'argent aux États-Unis. Pourquoi ils nous ont jamais demandé aux États-Unis d'abolir la peine de mort? Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi seulement quand c'est la RDC et tout le monde monte au créneau? Je me pose la question. Est-ce que nous sommes des sous-hommes ou des esclaves des autres? Non. Moi, je dis, en tant que Congolais intellectuel que je suis, on doit quitter le lit colonial. Et en quittant le lit colonial, je dois prendre des décisions pour l'avenir de mon pays. C'est-à-dire, selon vous, quitter le lit colonial équivaudrait la levée du moratoire sur la peine de mort. La peine de mort a toujours existé. Faisons la part des choses. Oui, c'est ça que je dis, on ne refuse pas. Le moratoire, c'était une mesure suspensive pour une période donnée. À l'intérêt de qui? À qui profitait cela? Aux gens qui sont venus avec la rébellion. Nous étions ici avec Mobutu. Prenons les cas. Parlons-en quand même. À un moment donné, l'histoire nous renseigne. Lorsqu'on avait exécuté les Kimba et les autres, parce qu'ils ont trahi la République par rapport au pouvoir de Mobutu. Lorsque vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, on a tué un policier, a tiré sur un paisible citoyen, on lui a infligé la peine de mort. Où est le problème? Quand aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. Quand on est au Congo, ce sont les sous-hommes. C'est ça, c'est une sorte de manque de considération. Et c'est l'ignorance aussi des valeurs. Par rapport à la sacralité de la vie, c'est vrai, nous avons une culture chrétienne, évidemment, mais moi je crois une consécration de la Constitution. Évidemment, mais justement une consécration aussi de la Constitution, c'est la peine de mort. Mais moi je ne vois pas là où ça blesse, ça ne peut que blesser dans les chefs de ceux qui mettent plus de l'huile dans le feu, souvent. Parce que tel que moi je suis là, je n'ai jamais tué un enfant, je n'ai jamais volé l'argent de la République, je n'ai jamais été au front pour aller trahir la République. Quand vous dites ceux qui jettent l'huile au feu, là vous faites référence à qui? J'ai fait référence à tous ces gens qui sont encore pour l'abolition de cette peine-là aujourd'hui et pour la remise en place du moratoire. Quand on dit le moratoire est là, est-ce que vous contrecarrez l'exécution de la peine de mort ou vous êtes contre la levée de la... Alors comment allez-vous réagir par rapport à la position, je peux peut-être dire ainsi, de l'Église catholique, parce qu'on a vu, c'est à travers Frédolé Ambongo qui s'oppose farouchement justement à cette levée du moratoire sur la peine de mort. C'est l'individu Ambongo, permettez-moi de le dire comme ça, parce que c'est un humain comme tout le monde. Il est pasteur, il a de brebis autour de lui.
d'églises qui sont ici aujourd'hui ici? Combien de boutiques que nous connaissons? Mais vous ne me direz pas que non, l'église épargne-moi sur cette voie-là. Mais ce que je voulais... mais c'est aussi une opinion quand même. Ça n'engage que lui. Mais nous, les peuples là qui venons à l'église, qui amenons les Mabonzala, qui en bénéficient en partie, qu'on se le dise. Si aujourd'hui les rebelles tuent les Congolais, est-ce que l'église va se tenir? Une question simple. Moi je pose la question à Monseigneur Ambongo, parce que lui il parle avec Dieu. On sous-entend, c'est le représentant de Dieu. Et comme il communique avec Dieu, qu'il puisse dire à Dieu ce soir que demain la guerre s'arrête à l'Est. Mais Monseigneur Ambongo a fait le tour de l'Est, vous vous rappelez? Si vous avez encore une mémoire, vous conviendrez avec moi, il est revenu ici, il nous a dit, ah attention, il y aura balkanisation, ah attention, les Rwandais sont chez nous. Il a dit. Mais si le pape lui-même a dit, faites quitter vos mains sur la RDC. Mais ces gens-là qui tuent en RDC, c'est qui? Dans la trahison, il y a les Congolais, dans la trahison, il y a des Rwandais, parce que nous sommes familiarisés avec les Rwandais ici. Il y a des gens que moi je connais, il est Rwandais, il a grandi ici. On n'a jamais eu de problème avec la communauté rwandaise. Mais par contre, avec le pouvoir rwandais aujourd'hui, nous avons des problèmes. Alors, nous devons dissocier les choses. Si c'est un problème par rapport à la foi d'un individu qui est en Bongo, désolé, parce que, je vous pose encore une question, peut-être ça va vous choquer, en Bongo, on n'a pas d'enfants. S'il vous plaît. Mais il reste dans la logique. Les brebis, il reste dans la logique de l'église catholique. Non. Dans la il est prêtre. Non, c'est moi, il est cardinal. Oui, c'est le patron de l'église catholique au Congo. Enfin, mais c'est ça le nœud du problème. Il y a combien de courants qui sont au sein de l'église catholique? Je ne veux pas rentrer dans des détails. Mais moi, mon problème, c'est que la peine est pour tous ceux qui commettent des bavures par rapport à la vie humaine. Et lorsqu'on tue les Congolais, lorsqu'on trahit la République, qu'est-ce qu'ils méritent? Même la Bible nous renseigne. Ceux qui lisent sur les communes, pourquoi on kata l'Isouana? Parce que là, c'est là où nous voyons les très belles créatures qu'il a mis sur terre. Mais alors que la Bible nous recommande pour dire que lorsque l'œil te conduit dans la voie qui n'est pas digne de foi, il faut couper cet œil-là. C'est Maxime, si je ne me trompe pas. Mais par contre, dans la faisabilité maintenant, vous allez comprendre que aujourd'hui, s'il y a la rébellion, s'il y a trahison, on n'aura pas culte. À Mongo, on n'aura pas l'argent. Les églises chrétiennes n'auront pas l'argent. Ils n'auront pas un moyen de fonctionner. Il faut bien préciser que non, les églises sont là juste pour préparer les âmes vers le ciel, vers le paradis. Justement, quand ils doivent ramener les âmes vers le Seigneur, mais on ne peut pas exposer ces âmes-là aux tueries. À Mongo, pourquoi il s'est déplacé pour aller, pour dire que attention à la balle. Mais voilà pourquoi il s'insurge justement sur de cette levée. Non, il a confondu. Parce que là, on risque d'exposer même des innocents à cette peine, à cette peine de mort. Eric l'a dit tout à l'heure là, en respectant toutes les procédures qu'il fallait. S'il faut arriver même jusqu'à demander la grâce présidentielle, bravo à mon confrère qui l'a dit. Mais alors, qui peut demander la grâce présidentielle? Quelqu'un qui a détourné 100 millions de francs, de dollars, qu'on devait construire des maisons pour les militaires. Voilà quelqu'un qui a détourné 1 milliard de dollars, qu'on devait construire des hôpitaux, et cette personne ne soit pas punie. Mais dis-moi, lorsqu'on vous restreint la liberté à perpétuité, vous tuez aussi une personne à petit feu. Combien de gens qu'on a condamné à perpétuité qui sont revenus à la vie normale? Il y a moins de gens. Mais alors, aujourd'hui, je crois ôter la vie d'une personne qui a trahi la République, ça vaut de la peine et ça peut encore réguler les choses dans une société qui est devenue presque récidiviste. Mais c'est aussi une position contradictoire par rapport à notre constitution. Je l'ai si bien dit ici, dans ces dispositions, dans ces articles plutôt 16 et 61, qui parlent de la sacralité de la vie humaine. Non, la position va dans le sens où l'homme qui est dans ses pleins droits, on ne peut pas lui ôter la vie. Mais l'homme qui a désobéi aux lois et règlements de la République doit subir la sentence de la mort. Très bien. Mon ami Bill, Eric, n'y a-t-il pas un autre moyen pour décourager, par exemple, la rébellion, la corruption, que d'exposer une telle peine si lourde à ses concitoyens? Non, je commencerai d'abord à lancer un message à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement et de tous ceux qui ont la gestion du pays. Il faudrait rapidement redynamiser la Commission nationale des réformes des droits congolais. À l'air des choses, et notre droit n'est plus en équilibre avec beaucoup
beaucoup de réalités que nous vivons sur le plan social. Ça, je le dis à haute voix. Autant le chef, si c'est impliqué activement pour relancer l'IGF avec FAST comme nous le vivons aujourd'hui, autant il doit le faire avec cette commission de réforme des droits congolais parce qu'il y a vraiment de quoi enlever tout ce qu'il y a eu comme copier-coller, comme vient de le dire mon co-débatteur. Ça, c'est de 1. Et de 2, je vais aborder dans le sens de la sacralité de la vie. Les gens sont en train de prendre une direction qui n'est pas littéralement encore dans le sens de la lettre cachée de l'esprit de la Constitution. C'est pas ce que les gens pensent. Mais révèle-nous quand même, parce qu'il y a des gens qui nous révèlent aussi. Quand l'article 16 aborde la question du côté sacré de la vie humaine, justement, cette levée des moratoires vient renforcer, donner beaucoup de ténèbres à cet article 16-là, pour dire que personne n'a le droit d'aller jouer avec la vie de l'autre. C'est-à-dire, on vous met devant une situation telle qu'on vous dit, ça c'est sacré, mais quand vous ne respectez pas le côté sacré de cette vie, voilà la sentence que vous avez. C'est-à-dire, comme on dit en français, il vaut mieux être craint que d'être aimé. C'est-à-dire, ici nous sommes dans un format où la vie, par cette levée des moratoires, devient encore doublement sacrée. Parce que tout celui qui ne respectera pas la sacralité de cette vie sera soumis à la sentence la plus équilibrée, qui est la mort qui s'ensuit. Et pas la mort, la mort laquelle. Vous savez, sur le plan opérationnel, en droit congolais, l'exécution de la peine de mort, c'est par fusillade ou par pendaison. Hein? Figurez-vous que vous êtes en train d'être pendu en public. Comment quitter la terre des humains pour aller là où on ne connaît pas? Et qu'est-ce qui reste dans les têtes de ceux qui vont vivre l'expérience de cette pendaison publique? C'est ce que moi je veux. Le côté publicitaire de ce format de levée des moratoires, dans un premier temps, pour des raisons... Est-ce que ça, c'est pas... On cherche justement à installer un peu... On ne cherche rien. La peine de mort, on ne cherche pas... De l'être humain. On cherche à sacraliser cette vie humaine parce qu'il y a eu trop de bavures. Comment vous vous réveillez un bon matin chez vous? Vous quittez... Mais vous allez la sacraliser comment? Parce qu'on dit c'est l'État qui a le pouvoir de protéger... Mais justement, c'est l'être humain. Oui. La loi, elle est préventive, elle est aussi opérationnelle. Ici, nous sommes dans un moment où l'État cherche vraiment sérieusement à protéger sa population en mettant des lois contraignantes, des dispositifs contraignantes qui amèneraient les gens à respecter la vie humaine. Comment vous vous réveillez un bon matin, vous allez rejoindre un mouvement rebelle sans raison valable, sans vergogne. Vous prenez la route de la rébellion pour dire que non, on va tirer les Congolais, maintenant là je suis plus député. C'est la merde. Il y a des comportements qu'il faut adopter. Non, il y a des comportements qu'il faut taire. Au départ, comme à l'arrivée. Au départ, comme à l'arrivée. Nous sommes dans un format de choses où l'État doit être très dur. Est-ce qu'à vous entendre parler par rapport à cette levée du moratoire, est-ce que ce n'est pas fait à dessein, puisque vous avez évoqué le cas de Nanga ici? Vous avez cité le cas de Nanga. La loi a toujours été impersonnelle. La loi vous rattrape de façon personnelle quand vous tombez sous son coup. C'est comme venait de dire mon confrère ici, il n'a jamais tiré, moi j'ai jamais tiré. Ça me passe pas la tête. Qu'on lève ou qu'on laisse, moi je sais que je suis dans la légalité, je ne suis pas dans la trahison de ma République. Les trahisons, toutes les trahisons, tout ce qui tend vers à rouler le côté sacré de la vie, à tous les niveaux, même pour cette histoire de délinquance juvénile, de Koulouna ici. Parce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas toutes les infractions qui commettront le Koulouna qui amèneront la peine de mort. Quand un Koulouna vole ordinairement, il sera puni conformément aux peines prévues pour les infractions de vol simple. S'il se met à propager des faux bruits, on ne va pas les condamner à mort. Seuls ceux qui commettront des infractions en équivalence avec la peine de mort, c'est parce que les gens ont du flou dans la tête. Moi j'ai eu des mamans qui m'ont appelé. Ah, papa, vous salez bien, non, j'ai commencé à l'expliquer. Ceux qui ont ibili pas barobuma été, ceux qui ont fini mon imbécile barobuma été, mais qui ont osala likambo mobeko. C'est comme les dit l'adage cinéri, comment
ni la poéna sinélègue, c'est-à-dire il n'y a pas d'infraction sans peine. C'est-à-dire, mais c'est lui qui s'amènerait jusqu'à tuer il est allé jusqu'à des cas comme ça. Il faut la flagrance, procédure de flagrance, on condamne, on tue en public. Comme ça les gens vivront au moins, c'est quoi la pendaison de la loi parle. Très bien. Donc, grosso modo, pour chuter maintenant, pour la question du cardinal Ambongo, je pense qu'il est tenu par un devoir ecclésiastique. L'Église est tenue. Voilà pourquoi il est resté droit dans ses Non, bottes. non, il n'est pas resté droit. En s'opposant. Il est resté apostolique parce que l'Église consacre les pardons. Et en même temps, dans la Bible, on parle de la vengeance et de la rétribution. Non, de la rétribution à Dieu seul. Voilà, une exclusivité de Dieu. Voilà, justement, le cardinal est un homme de l'Église. Voilà pourquoi il s'oppose peut-être de ne pas ôter la vie à quelqu'un et que seul Dieu s'en charge. Non, ici, il a pris une position ecclésiastique. Il ne peut pas passer outre les prescrits de la Bible parce qu'ils y sont tenus. Je pense qu'il a abordé la question dans un format d'homme de Dieu, des serviteurs de Dieu. Alors, on lui concède cela, mais sinon, cette prise de position, vous savez mon frère, je vais chuter par là. Oui. Tous ces gens qui vivent des tueries à l'est du pays, tous ces gens qui vivent des viols amenant jusqu'à des cas de mort, ils sont peut-être physiquement à l'est, mais c'est comme un prisonnier. Il est physiquement en prison, mais spirituellement, il est avec les siens, en esprit. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mes parents, voilà, c'est comme ça que vit une personne prise en otage. Ces gens ont les oreilles ici à Kinshasa. C'est pourquoi je crois, à des reprises sur votre chaîne, j'ai dit ici, on doit même avoir des journées de compassion, de solidarité à cette population de l'Est. Ils doivent avoir les répondants de nous qui vivons les semblants de paix. C'est-à-dire, déjà, cette levée est considérée comme étant une réponse. Une réponse très favorable à tout ce qui se passe dans la famille. Très favorable. Moi, je pense que la position du cardinal Ambongo, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant que catholique, c'est une position ecclésiastique. Il est tenu par les liens du pardon biblique et qui n'amène pas le pardon qui consacre la Bible aux réalités des droits que nous vivons. Merci beaucoup, Nganga Maël. Alors, il n'y a pas un autre moyen pour contourner justement cette levée des moratoires, enfin quand même de ne pas exposer cette pauvre population à de peine de mort. Non, mais je crois qu'il n'y a pas une autre voie, honnêtement. En fait, partant d'un principe qui est le principe de l'illégalité et des délais de peine. Quelqu'un qui tue par l'épée, paiera par l'épée. C'est la Bible qui le dit. Qu'un cardinal puisse arriver à déchirer juste cette partie-là, je serais d'accord avec lui. Ou mon pasteur aussi peut déchirer ça. La Bible est si claire, vous avez si bien dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. On n'a pas dit que non, puisqu'ils vont à tuer X avec l'épée, que celui qui est en face de lui prend aussi l'épée. C'est la loi, ça c'est le droit pénal. Le droit pénal est rigoureux dans son applicabilité et même dans ses actions. Et on doit faire la part des choses. Comme l'a dit tout à l'heure là, c'est vrai que par sa tunique ecclésiastique, il pouvait prendre cette position-là, je le conseille, mais par rapport à la réalité, moi j'ai fait qu'il a fait le tour de l'Est. Il nous a amené un discours ici, Les gens périssent tous les jours à l'Est. Il a donné un exemple choquant ici. Un enfant qui porte sa petite soeur ou son petit frère, après avoir vu, là on a abattu ses parents. Dis-moi, avec quelle mémoire qu'ils peuvent supporter ça? Si le pape est arrivé, si lui-même a pleuré quand il a reçu les témoignages, le pape devait faire l'Est. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi on doit avoir des frontières dans notre propre pays? Parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu des gens qui étaient frustrés de ne pas être votés députés dans son âme. Vous vous retrouvez à la rébellion. Non, faisons la part des choses. Je prends le cas de Jacques Mamba. Jacques Mamba, il fut député ici, il fut DG de CCTV, machin. Il était à l'aise. Mais suite à une frustration parce qu'on ne l'a pas voté par la population, il va prendre les armes contre cette population-là. Voilà un comportement de recul que nous devons absolument condamner. Et cet homme-là, vous allez me dire, il commence à trahir la République et dans tout ça, bravo pour lui. Non, je prends le cas de Nanga.
Nanga nous a dirigé ici avec la commission électorale nationale indépendante. Commission électorale nationale indépendante. Donc il était indépendant dans la prise de décision. Mais alors la même personne qui dit aujourd'hui que non, je prends les armes pour tuer la même population là qui avait organisé des élections. Il te fait passer pour un démocrate. C'est pas sérieux. Non, nous devons voir des gens qui sont idéalistes. Des gens qui ont l'esprit bien cultivé. Parce que moi qui est cultivé, comme un chrétien, moi je ne peux pas vous tuer, je ne peux pas détourner l'argent de l'État. Je commence par mon éducation d'abord. Et au-delà de ça, parce que j'ai appris. On me dit la vie humaine doit être respectée et sacrée. Donc je ne peux pas tuer mon contemporain. Mais par contre, si on me dit avec la proportionnalité de l'acte posé, vous avez tué, moi je crois que il mérite mieux. Ce n'est que ça. Et en plus de cela, pendant le 21 ans que nous avons passé ici, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? On arrive à abattre les gens même en pleine route comme ça, on a tiré sur quelqu'un et on a attrapé soit le militaire, soit l'assassin, mais lui il reste en vie. Et cette famille est en train de voir cette personne-là circuler paisiblement. Mon cher, il faut voir ce cœur-là. À moins que tu n'aies pas des enfants. Aujourd'hui, moi, je puisse violer ma fille que moi j'ai mis au monde. Avec quel cœur? Moi, ou bien ma femme, mon épouse, soit violée par mon garçon de la maison. Parce que, devant l'arme, nul n'est puissant. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux donner comme sanction à cette personne-là en tant qu'homme des droits, en tant que chrétien, qui tue par l'épée, paiera par l'épée. Et si la loi le recommande, parce que, au-delà de la Constitution, il y a des lois et règlements que nous devons absolument respecter, qui ira de pair. On dit bien, loi complétant. Ça complète juste l'esprit du constituant qui dit que la vie des individus sont sacrés. Et cette vie-là qu'on doit préserver, de même aussi, l'autre qui est devant son contemporain doit respecter la vie de l'autre. Donc, c'est vice-versa. En fait, la responsabilité est comme dans le deux sens. Mais si au moins nous prenons une position politique pour politiser l'affaire, je suis désolé, c'est l'immaturité politique. C'est l'immaturité politique parce que vous n'allez pas gérer ou gouverner un pays où il n'y a que la trahison. Même demain après-demain, tous ces politiques qui sont contre cette loi-là, ou qui sont contre les... D'ailleurs, moi, je dis, quand ils disent que je suis contre la levée du moratoire, j'ai dit, mais attends, il faut être insensé de le dire. Il faut dire plutôt que tu es contre la peine de mort. Là, je vous comprends. Parce que il n'y a que deux familles, ou soit ils sont rétentionnistes, ou soit ils sont abolitionnistes. Alors, si vous êtes du camp des abolitionnistes, prouvez-nous, en respectant les règles et les lois de la République. Mais si vous trahissez la République, quelle est la correspondance de l'infraction et entrer à la trahison? Si c'est la mort, il mérite la mort. Merci beaucoup. Cette question traverse justement nos frontières. Oui. On a vu quand même des ambassades occidentales qui sont dites profondément préoccupées par cette levée des mesures. Vous avez quelle réaction? Non, justement, nous sommes dans une situation où il y a autour de notre République beaucoup d'hypocrisie sur le plan international. Cela n'est plus approuvé. Et aujourd'hui, nous savons au moins les personnes qui nous font les mauvais jets sur le plan international. Normalement, on n'a pas la même histoire avec ces États. Vous savez, c'est pourquoi je suis en train de dire ici, je le demande même à haute voix, qu'on puisse redynamiser cette commission de réforme des droits congolais. On doit adapter notre droit à nos propres réalités. C'est vraiment un déséquilibre. C'est un droit coopté des Belges, de la famille romano-géronique, avec tout ce qu'on a eu comme constitution taillée sur mesure pour des raisons de guerre et confort. Et c'était moratoire qui était venu, c'était justement pour protéger les personnes qui, normalement, au nom de l'imprescriptibilité des peines, pouvaient être poursuivies pour des faits pénaux qu'ils ont eu à commettre dans les coins où ils ont été rois dans les rébellions. Il fallait créer une astuce, il fallait rapidement mettre un dispositif pour qu'ils soient à l'abri
des poursuites et c'est alors qu'on a eu, entre guillemets, en termes de conclusion d'analyse, cette moratoire aujourd'hui levée. Moi, je pense que c'est la communauté internationale, au nom du principe de la non-émission aux affaires internes des États, doit nous laisser, comme disait Kofi, quoi, c'est-à-dire que... Mais au-delà de ça, nous avons quand même des traités qui nous mettent ensemble, qui nous lient, par exemple, sur le droit de l'homme, dans la Charte universelle. Nous avons des traités ratifiés, bien sûr. Je pense que pour le format des choses ici, lisez la note circulaire de Mme Rose Mouton, vous comprendrez que ça vient tant soit peu consoler nos populations de l'Est. On ne doit pas, ces gens de l'Est, ou bien les paisibles populations qui vivent des colons ici, ils ne les méritent pas, La levée de cette moratoire ne doit pas déranger la communauté internationale. Ici, il est question de mettre un arsenal... On a gagné profondément préoccupé par cette levée. Oui. Évidemment, ils sont préoccupés parce qu'ils savent ce qu'ils font de nous, ce qu'ils font à l'Est. Ils sont pour l'insécurité en République démocratique du Congo pour mieux régner. Moi, je trouve... Parce que ce n'est pas gratuit, ce que vous dites là. Gratuit quand vous devez mettre ça sur la communauté internationale. Je suis en train de m'assumer. La guerre de l'Est, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas la taille militaire, encore moins la taille géographique, pour défier les grands Congos. Le Rwanda, c'est juste une étiquette comme les M23. Les M23 n'a jamais existé. C'est les Rwanda, et avec tout ce qu'il y a comme Polonais, Français derrière. Nous ne sommes pas en guerre contre les M23. Nous ne sommes pas en guerre de façon directe contre les Rwandais. Nous sommes en guerre contre la communauté internationale via ces pays qui combattent la République démocratique du Congo. Dieu merci, il faudrait féliciter nos phares d'essai. Si aujourd'hui, ces mécréants rwandais par les M23 n'arrivent pas à prendre de Goma ou bien n'arrivent pas à s'approcher de Kinshasa, il y a un travail d'effort qui se fournit. On doit les reconnaître, on doit jeter des fleurs à nos phares d'essai. Ici, je suis en train de dire plus clairement et plus sérieusement que cette communauté internationale n'a pas de leçons à nous donner. Des gens qui consacrent l'avortement, les gens qui consacrent l'homosexualité, des gens qui consacrent les mariages homme-animal, voilà. Ils vont nous donner des leçons, nous africains, congolais de Serquois, descendants de Simon Kimbangu, de Kimpavita, de Nengampeta. On a notre histoire à nous. Nous, chez nous, le côté sacré de la vie, ce n'est pas seulement le souffle. Le côté sacré de la vie, c'est le respect, le respect de ce que Dieu a établi de façon naturelle. Le respect des principes universels. Universel, voilà. Naturel. Voilà. Je suis en train de dire pour dire qu'on n'a pas à s'en faire de ces leçons qu'ils veulent nous donner, que cette moratoire puisse, moi je le souhaite bien, qu'en tout cas les premiers à être pris dans cette histoire de trahison, et si on peut nous faire le plaisir de vivre les premiers spectacles. Est-ce que là, vous ne tombez pas dans ce que je dis, cela est considéré comme étant un instrument de répression contre les politiques. Mais justement, la loi a toujours été un instrument de répression. Mon ami Papi, vous avez suivi cette question, n'est pas seulement resté dans le plateau, soit dans le états-major des acteurs politiques congolais, ça préoccupe également aussi au plus haut point la communauté internationale à travers les ambassades. On a vu quand même des réactions où les ambassades expriment profondément une préoccupation quant à cette disposition qui est levée sur la table contre le Congolais. Oui. Je serais très fier de l'Union européenne de faire une déclaration pour dire que le Congo est agressé, le Congo est occupé. Donc il y a deux choses qui se passent au Congo, qui se passent aussi à l'extérieur du Congo. Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'Israël a occupé Gaza. Et il y a une partie d'Israël au Congo. En même temps, il y a l'agression de la Russie à l'URSS. Donc il y a deux guerres qui sont à des extrémités du côté Moyen-Orient et du côté de l'Europe sont au Congo. Et cette communauté internationale est restée muette. Nous sommes dans des situations. La communauté internationale reste muette comment? La communauté internationale reste muette parce que ils trouvent leur compte lorsqu'il y a l'agression de la Russie vers l'Ukraine, parce qu'il y a les gaz, mais ils ne trouvent pas leur compte lorsqu'il y a les Congolais qui meurent. Donc la vie des Congolais vaut nulle
par rapport au gaz qui est en Ukraine. La vie des Congolais vaut nul par rapport aux Palestiniens qu'on tue par l'Israël. Là, ce n'est pas maintenant l'agression, c'est l'occupation. Mais les deux guerres se passent au Congo. C'est des concepts peut-être que même nous-mêmes les Congolais, nous ne faisons pas attention. Donc nous avons une partie de l'Ukraine chez nous et ici, et une partie de l'Israël et Palestine en plein Congo. Et la communauté internationale est restée muette. Mais lorsque les Congolais se disent que non, écoutez, nous devrons nous référer à nos lois et coutumes. Entre autres, nous pouvons réveiller cette histoire de moratoire parce que ça a toujours existé. Est-ce que c'est un problème? C'est comme si j'ai tiré juste un dossier qui est dans mes tiroirs et j'ai mis au-dessus. Et si le même, soi-disant l'Union européenne, d'ailleurs moi j'ai dit que la communauté internationale n'existait pas, ça n'existe que de nom. Lorsqu'il y a un problème du Congo, c'est la communauté internationale. Mais lorsqu'il y a un problème de la Russie, il y a la France, il y a la Belgique, il y a les États-Unis qui vont en cavalier solitaire. Mais s'il y a un problème de Congo, ils se mettent ensemble et disent que c'est l'Union européenne. Non, ça c'est l'hypocrisie que nous décrions. Cette hypocrisie-là, nous en avons déjà marre. Et moi je dis aux Congolais, l'éveil que nous avions vu par rapport à notre jeunesse qui est en Belgique, qui est à Luxembourg, qui est en Hollande, qui est en France, cet éveil-là doit être pérennisé ici au Congo, à Kinshasa plus précisément. Désolé, vous allez comprendre ça comme vous voulez, mais moi, acheter français, je dois arrêter. Très bien. Acheter belge, je dois arrêter. Acheter anglais, je dois arrêter. Parce que ce sont les mêmes gens qui exploitent les minéraux et qui donnent de l'argent au Rwanda, qui n'est qu'une guerre par procuration. Eric l'a dit tout à l'heure là, les Rwandais ne peuvent pas tenir au Congo même pendant 30 minutes en révélant la mémoire de Mobutu. Ils ne peuvent pas. Nous allons marcher sur eux. Qu'on pose la question sur la bande d'Aouzou, qu'on pose la question sur la Libye, qu'on pose la question sur l'Algérie, le Maroc n'en parlons même pas, ni l'Afrique du Sud. Ils les savent. Ils les savent. Mais aujourd'hui, cet éléphant-là, qui est en train de dormir, on voulait réveiller tous ces Kouissayango. C'est ça le rôle de Félix Tshisekedi. Aliga Sekouissayango. Mais d'accord, c'est là où ça pose. Le bas blesse. Ça blesse par rapport à quoi? Ce qui est évident, chacun de nous doit prendre conscience que j'aime mon pays. Il y a que... Moi, je n'ai pas d'autre terre. Je n'ai que la République voisine du Congo. Les pays de Sibukimbaru, les pays de Kipavita et les pays de Ambongo aussi. Ça me surprend qu'Ambongo puisse accepter qu'on tue les paisibles mamans de Kisenso à 4h du matin par un jeune homme suite à ces délires, il tue cette maman-là et ce jeune homme-là doit commencer à circuler. Et que serait la famille ou les enfants orphelins victimes de cette mort-là? Non, moi je crois que la Bible est claire, nette et précise. Merci. Et il n'y a pas, on ne va pas exécuter quelqu'un qui a volé, qui a volé du pain, non. La loi doit être égale et dans les droits pénals, tout ce qui est comme infraction a des peines. Très bien. Est-ce qu'avec cette levée, n'est-ce pas vrai que les choses sont allées tellement vite? Oh, il aurait fallu peut-être commencer par la vulgarisation pour que cette population soit mise au parfum et comprendre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on se le dise, cette question divise. Vous avez un camp qui est pour et un autre qui est contre. Il ne s'agit pas d'une création avec la levée des moratoires. Il s'agit d'une reprise d'opérationnalité. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire de manière méthodique, c'est-à-dire préparer justement cette population par rapport à cette reprise sur cette levée, afin que la population dans son ensemble comprenne un peu la quintessence justement de cette levée? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne me direz pas le contraire, il y a les uns qui sont pour et les autres qui s'en opposent. De façon classique et la plus élémentaire possible, les paisibles Congolais ont compris que faut faire les, comment vous appelez ça quand vous parlez, les micro-baladeurs. Renseignez-vous, posez des questions aux gens. Même ceux qui ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas un niveau d'instruction, ils viennent vers nous pour dire que mais là on a mis dans les Simbi, c'est bon, mais tu vas pour Makaka, au moins les deuxièmes Makambo. Faites les micro-baladeurs, vous qui êtes journalistes, vous avez sorti les répondants. Les répondants, ce sont une tendance abolitionniste qui couvre des intérêts cachés, mécréants, qui tend à aller vers vous dire que non, ça dérange le plaisir pour la population. Non. Les gens sont contents de cette levée de moratoire. Ça remet en question beaucoup de comportements par rapport. Certains ne vont plus faire des bêtises.
C'est pourquoi je suis en train de dire que ça doit prêcher par l'exemple le plus rapidement possible. Le premier a été pris dans le piège de la levée des moratoires, doivent nous offrir un spectacle au stade des martyrs ou je ne sais pas moi, en triomphal, où finalement les gens vont aller, à la place de parler de moi, non, tout cas qu'on sort, et ça sera à la maison, et on dit que parce que c'est ça les procédés. Oui. Si ce n'est pas le fusillade, c'est la pendaison. Vous imaginez, figurez-vous, faites-vous une fiction de pendaison. C'est un peu atroce quand même. Mais justement, la loi, mais c'est ça le côté répressif de la loi a toujours été atroce. La loi, c'est pas pour caresser, hein, mon frère. On parle des lois, on parle des peines quand il s'agit. C'est-à-dire, la peine a toujours eu un côté atroce et éducatif. Merci éducatif dans le chef de ceux qui assistent à la répression. Donc moi, je suis contre tous ces gens, tous ces Congolais. C'est vrai que nous sommes en démocratie. On ne peut pas se prévaloir d'être des arguments que c'est les nombres qui tiennent. Mais sinon, de façon nationale, de façon générale, c'est une levée bienvenue. Vous comprendrez, je suis en train de citer, que les 21 ans qu'on a eu à vivre ces moratoires, sans exécution, sans pendaison. Sans exécution, sans pendaison, vous avez constaté, vous constaterez la montée à puissance de la criminalité. Les gens se disent finalement trahir la nation, c'est rien, tuer, on sera en prison, on va s'arranger pour quitter la prison. Et avec ça, les gens se remettent. Et tous ces criminels-là, ils sont en train de revoir leurs calculs. Parce que finalement, ils se verront être pendus, ils se verront être fusillés devant les paisibles populations. Et moi, je vais très loin. Vous savez, au Botswana, quand vous êtes auteur de trahison, ou quand vous êtes auteur d'un détournement, après qu'on ait fini tous les voies de recours autour de votre procès et que vous êtes condamné, on inscrit votre nom dans les calendriers scolaires des élèves. C'est-à-dire les gens commenceront à étudier qu'en 2023, M. Yvon avait détourné la voie de la République. Alors il faut bien rectifier, hein. Moi je suis journaliste. Non, il faut bien préciser les choses. C'est un exemple pris en l'air. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut les tirer beaucoup plus un peu ailleurs que sur moi. Voilà, je peux même les tirer sur moi-même. Okay, vous comprendrez que durant toute la vie scolaire des enfants, on étudie Eric Bilambadou, auteur d'un détournement en 2024. Il a été fusillé le 30 mars au stade des martyrs et ça devient l'enseignement. Et c'est toute votre progéniture qui est mise en... C'est-à-dire on prépare la jeunesse à ne pas tomber dans ça pour des raisons générationnelles. C'est-à-dire vous restez un détourné à vie. Ok, très bien. Merci. Voilà, on n'a plus assez de temps. Allez, je vous donne 1 minute. Si vous pouvez vous répéter et nous faire une conclusion par rapport à ce sujet d'aujourd'hui. Et ce sera également aussi 1 minute pour mon ami à la fin. Nous allons conclure en beauté justement ces magazines qui a pour intitulé Grand Débat. J'invite la population congolaise à adhérer dans le rétentionnisme de cette loi parce qu'aujourd'hui nous avions subi beaucoup de peines et beaucoup de familles qui sont restées endeuillées. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas pu aller à l'école parce que les parents, on les a ôté la vie par soit de la rébellion, soit par les détournements des biens publics. Et tout ça, ça touche à la jeunesse. Si nous sommes plus pauvres aujourd'hui, parce que nous n'avons pas le respect des textes. Dans le respect des textes, il n'y a rien qui vaut par rapport à nos coutumes ou à nos religions. Mais la loi a toujours été impersonnelle. Et on ne vise personne en plus de cela. Félix Tshisekedi est venu hier au pouvoir, il va partir. Demain, ça sera Eric, ça sera Wilson, ça sera Yvon, qui nous allons gérer la République. Nous n'allons pas gérer la République par nos humeurs. Nous allons gérer la République par des lois qui sont déjà des prescrits que les législateurs mettront pour la bonne conduite des affaires de la République. La chose de la République doit être respectée. La vie humaine est sacrée, évidemment, mais ne contextualisons pas ça par rapport à nos humains, par rapport à nos religions, par rapport à nos conflits. Nos conflits ou nos partenances politiques. Mais regardons plus l'avenir de la République. L'intérêt de la République. L'intérêt général. Qu'est-ce que ça nous a donné depuis les 21 ans? Moi, je ne connais pas les noms Kuluna. Moi, je ne les connais pas. Depuis que je suis né au Congo,
j'ai aujourd'hui plus de 50 ans, je ne connais pas les mots Kuluna dans tous nos patois. Moi, Kuluna réalité. Et d'où est venu ces mots-là? C'est suite à la légèreté. Il n'y avait pas de loi contraignante. Aujourd'hui, si la loi par rapport à la peine de mort est tellement contraignante, et si ça soit exécutoire, comme le dit la loi, je crois qu'il y aura le respect de la vie humaine. Merci beaucoup. Allez. Ouais. Eric, en une minute. Oui, en une minute, je serai bilingue. Ça dérange. Pour faire plaisir à nos téléspectateurs, donc je commencerai par appeler à notre justice, nos magistrats, nos vaillants magistrats, d'user un peu de beaucoup de célérité dans des procès pénaux. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons très généralement, nous qui sommes actifs dans la profession, à des situations de dilatoires qui amènent à ce que certaines personnes qui doivent rapidement servir la sentence de la loi se voir être, comment je dirais, traîner les pas pour des fins dilatoires et qui s'amènent à des longs procès. Moi je pense que pour des cas qui requièrent célérité, la justice doit être prompte pour que rapidement, dans le respect des délais prévus par la loi, on puisse déjà commencer à vivre les premiers effets des personnes, pas victimes, hein, des personnes frappées du coup de la loi. Bana Moka, nous avons bino pour yamba lever un moratoire au malam. Et étali mutu mon côté dans le sens que tu tiens mutu musapité. Et si qu'ils allaient yo mutu, yeba le lo que ceux qui ont trahi mboka nangai, ceux qui ont continué un mouvement rebelle, ceux qui ont fait des informations de trahison et que justice a rendu ngati na suka mbano nangai ezali liwa okufi. Yo moi na Kuluna, moi récemment à ma tête, on a amputé la main. Mais ces garçons, moi j'attends ça seulement en nuit. C'est-à-dire, je n'arrive même pas à voir son téléphone. Ça fait tellement mal que. Ces garçons finissent par. C'est fini. Voilà que vous vous informez. Et vous voulez que l'auteur de ces faits infractionnels soit condamné à 10 ans de prison ou bien puisse avoir une prison. Vous savez, toute vie est vie, hein. Pendant que vous êtes condamné à prévocité, vous avez la jouissance des femmes, hein? Vous prenez l'alcool, vous faites tout ce que vous faites. Il y a que votre liberté qui est privée. Pendant que de l'autre côté, il y a des orphelins qui vont pleurer toute la vie. Non, écoutez, soyons sérieux. La levée des moratoires est la bienvenue. Tout ça, c'est un moka. La justice, il y a un exemple, il y a des bossos en public. Donc ça, c'est malin. Voilà, merci. Vous savez, mesdames et messieurs, les bonnes choses ne durent pas. C'est comme si on venait à peine de démarrer avec ces magazines, mais laissez-moi oublier qu'on a déjà parcouru autant de minutes. Sinon, le plaisir est partagé. Je dois dire un grand merci à vous, Papi Wilson Munzemba. Vous avez déménagé de vos tâches pour venir quand même servir justement cette population qui a toujours cru en nous suivant sur les antennes de Télé 7. Un grand merci. Et je pense que les portes de Télé 7 vous restent et vous seront toujours grandement ouvertes plutôt. Merci également mon ami Eric Bila qui a quitté également aussi ses préoccupations et venir servir les téléspectateurs sur notre plateau à travers ces grands magazines, grands débats. Je dois vous dire un grand merci. Et à vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, que vous avez des suggestions à nous faire et que vous avez également aussi d'autres sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Les numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Vous pouvez toutefois nous contacter par ces numéros carrément. Vous nous faites des SMS ou des messages parce que ces mêmes numéros est sur WhatsApp. Donc, toutes vos préoccupations seront certainement le bienvenu. Sinon, un grand merci à mon ami Benoît Ngoudier. Il s'est démené, hein, vous l'avez vu derrière le caméra. Et deux fois aussi du côté de la réalisation. Et un peu plus loin, vous avez Eric Wamba. Et pourquoi ne pas dire merci aussi à notre assistante aujourd'hui, hein, du jour, hein, pas du jour, mais d'aujourd'hui. Là, je signale Tony Mac. Et bien de bonnes choses également aussi à notre chef qui nous suit depuis quelque part. Je les salue, Raymond Lunego. Allez, aux autres, bien de bonnes choses. Retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, Yvon Kanda et mes invités, nous vous disons bye bye.